Bonjour Robin, merci de répondre à nos questions. Donc là, l'idée, c'est, tu es sociologue, d'amener une réflexion sur les objets, leur place, leur sens, comment ils nous marquent, et ça t'a donné des idées qu'on verra dans un deuxième temps pour défendre un petit peu les ouvriers, notamment dans les transports en commun. Oui, merci Antoine. Moi, je me suis intéressé à des objets dans mon travail, à interroger la manière dont on fait, dont on se produit en société à partir des objets qui nous servent à nous adosser, à nous appuyer dans nos interactions, que ce soit des hygiaphones, que ce soit des comptoirs, que ce soit des murs, que ce soit enfin, l'ensemble des dispositifs qu'on a immobilisés qui nous permettent d'interagir. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'interroger l'évidence de ces objets. Donc, je pense qu'il y a une réflexion de Pérec sur l'infraordinaire. C'est s'intéresser, non pas à l'extraordinaire, mais s'intéresser à ce qui disparaît dans les infrastructures, à ce qui nous constitue sans qu'on les interroge, parce que justement, ils nous constituent. Voilà. Donc c'est ça la base. Et mon regard, c'est d'être étonné par certaines choses. D'ailleurs, il m'arrive des bugs. Ce qui est considéré comme naturel, comme tout va bien pour les autres, moi, m'interroge à un moment donné. Voilà. Exemple, alors, l'exemple, c'est par exemple les porte-palières du métro, c'est une bordure de trottoir. Voilà. Pourquoi on met des porte-palières? À quoi ça sert? Pourquoi quand on fait un métro automatique, on met des portes de façade, hein. Les portes-palières, c'est les portes de façade de quai qui isolent le quai de la voie ferrée. Voilà. Pourquoi on en met là? Pourquoi on n'en met pas sur le RER? Pourquoi on n'en met pas sur les TGV? Voilà. Qu'est-ce qui détermine qu'on met? Et pourquoi à un moment donné, on met des porte-palières? C'est pourquoi les bordures de trottoir, à un moment donné, dans les systèmes de transport, ont été utilisées pour améliorer la mobilité des personnes avec des problèmes de mobilité. C'est aussi des dispositifs internes au travail, des dispositifs qu'on appelle des dispositifs d'hommes morts, et qui sont très curieux, et qui servent pour les conducteurs de tramway à prévenir qu'ils ne sont pas morts ou qu'ils ne sont pas défaillants, et qui déclenchent un freinage d'urgence si c'est le cas. Voilà. Donc ça, c'est des objets qui, dans un contexte donné, n'apportent pas d'interrogation forcément, et moi, qui m'ont intrigué. Voilà. Alors, pourquoi ça m'intrigue, j'en sais rien. Tu veux préciser qu'est-ce que tu en as... voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté, quoi. D'abord, c'est s'interroger sur les objets, c'est s'interroger sur des dispositifs d'objets qu'on a créés. Donc, l'intérêt des dispositifs objectivés, c'est qu'on sait déjà qu'ils sont produits. Ils ont été pensés, ils ont été planifiés, ils ont fait l'objet d'investissements budgétaires, d'investissements politiques, d'investissements sociaux. Voilà. Donc, on sait qu'ils ne sont pas... c'est pas un arbre qui a poussé là par hasard, c'est quelque chose qu'on a produit. Donc, il y a quelque chose qui nous intéresse de ce point de vue-là, qui nous dit quelque chose de comment on fait la vie en société. Après, donc, je pense évidemment, quand je dis dispositif, je pense à Foucault, les dispositifs de Foucault. Ça, c'est une référence, c'est de penser plutôt qu'il y a des dispositifs et que ça passe devant les dispositions des personnes. C'est-à-dire que si la société reposait sur les dispositions des personnes, on aurait des sociétés instables, on aurait des sociétés très volatiles. Le fait d'inscrire les dispositions des personnes dans des dispositifs stabilise, pérennise, régularise l'ensemble des interactions. Je pense évidemment aussi à Deleuze et Guattari sur les rhizomes, sur les plateaux, sur la notion de choses qui prolifèrent. C'est-à-dire, quand on voit un objet quelconque, on sait qu'il y a plein de gens, plein de choses qui ont contribué à le faire. Je pense les porte-palières, par exemple, une des difficultés à Paris, c'est que tous les quais sont faits en matériaux hétérogènes. Et donc, quand on met des porte-palières, des portes de façade de quai, on est obligé de refaire toutes les plateformes de quai parce qu'elles ne sont pas assez solides pour résister aux porte-palières. Voilà. Donc, d'une certaine manière, quand on pose la question des porte-palières dans le métro, on interroge l'histoire de la construction du métro sur le fait qu'on a ramassé les gravats
au moment du creusement pour faire les plateformes, qu'on ne s'est pas occupé de la consistance, on n'avait pas prévu qu'il y aurait des portes palières, etc. Donc voilà, donc ça c'est... On trace ce geste. C'est des questions de sécurité on y reviendra. Si vous avez déjà répondu, voilà. Ce qui va me distinguer de quelqu'un comme toi, c'est que toi, ça te paraît un truc de sécurité, tu as déjà la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Je suis intrigué à un moment donné parce que je vois des différences. Voilà. Donc, ça, c'est une particularité. Alors, je pense à ça et je pense la troisième référence, et après j'arrête sur les références, sur la tour avec les objets chevelus, avec l'acteur réseau, avec le fait que quand on prend un objet, on peut voir la prolifération d'actions qui ont prévalu à sa construction, à sa fabrication. Et donc, d'une certaine manière, quand on interroge des objets, on interroge des processus, on interroge des histoires faites d'objets, de choses, de sentiments, d'imagination, d'émotions. Voilà. C'est tout ça est présent dans l'objet quand on le découpe. Et alors, vraiment sur la question des trottoirs, parce que moi j'observe que dans des villes étroites, par exemple, quand les rues sont étroites, il n'y a pas de trottoir, souvent certaines villes, alors que dès que ça commence à être un peu large, il y a des trottoirs. Donc on a créé des trottoirs pour séparer la zone des véhicules et des piétons, et pour dire aux piétons il y a quelque chose. C'est ça l'origine du trottoir Oui, mais moi ce qui m'intéresse dans le trottoir, c'est, parce que j'ai travaillé longtemps sur le transport en commun urbain, c'est la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans les bus. Voilà. Et il y a des systèmes, donc on a présenté par exemple le tramway comme étant un système qui permettait l'accessibilité, donc qui fait fonctionner la démocratie. Mais il y a des expériences qui ont montré que si on réfléchit à la forme des bordures de trottoir, on aboutit au même résultat. Et c'est beaucoup moins cher. Et on peut le faire rapidement. Et pourtant, cette solution-là ne se développe pas. À chaque fois qu'on a pu suivre des expériences, on a vu que localement, les gens redécouvraient cette innovation qui s'appelle la bordure de Kassel. Ça a été inventé à la fin des années 80 en Allemagne, pour ces raisons-là. Mais voilà, donc on sait qu'il y a des innovations où on peut mettre le paquet parce que c'est grand. Un tramway, ça fait plaisir aux élus politiques, ça fait plaisir aux industriels, etc. Il y a un gros investissement fétichiste dans la technique. Les bordures de trottoir en granit ou en béton, ça fait déplacer personne. Pourtant, si on les développe, ça permet de déplacer tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut accoster de plein pied entre le bus et le trottoir. Donc, le trottoir, pour répondre à ta question, il a effectivement servi à séparer les circulations. Et le problème de l'interface, de la forme de la bordure de trottoir, c'est qu'elle permet le passage de l'un à l'autre, la circulation. Et l'invention du tramway à la française, c'est aussi, d'une certaine manière, on a aboli la séparation entre les espaces. Donc, on n'a plutôt pas fait de séparation entre l'espace du tramway et l'espace urbain, ce qui pose des problèmes de... Par contre, on met des bordures dans les couloirs de bus, ça paraît. Dans certaines, oui. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse sur ça, c'est de comprendre ce qui construit les choses. Et que d'une certaine manière, analyser les objets, c'est analyser ce qui nous tient en main, ce qui nous fait tenir la manière dont on fonctionne, dont on circule. Voilà. Ça, c'est évidemment, je pense, l'autre livre de Pérec, là, sur les choses, sur le rôle des objets dans nos sociétés. On ne peut pas imaginer notre vie quotidienne sans tous les objets qui prolifèrent autour de nous et qui nous construisent. Alors, pour en revenir sur un élément concret, l'idée c'est que si les objets nous stabilisent dans nos manières d'être, dans la manière des émotions, si on met des hygiaphones ou si on met des barrières pour éviter la prolifération de virus
ou pour la prolifération d'engueulades, parce qu'on s'énerve au guichet, parce que voilà. Si on essaye de canaliser les choses, si on met des portillons d'accès au quai sur les métros pour contrôler le péage, si on rend les choses moins fluides, alors qu'on... Voilà, c'est parce qu'on veut, voilà, on veut contrôler, on veut canaliser. On met des murs pour séparer l'intérieur et l'extérieur, mais les murs, il faut des portes. Voilà. Donc, si on a des murs, on a une intimité. Si on n'a pas de murs, on a moins d'intimité. Voilà, on fait des séparations entre la chose publique, la chose privée. Donc, voilà, le mur, il est rempli d'une émotion aussi. Si on met des rideaux pour qu'on habite au rez-de-chaussée, c'est pour pas que les gens qui passent voient notre intimité. Ou si on laisse ouvert, c'est qu'on s'en fout. On laisse voir l'intimité, etc. Donc, voilà. Donc, les objets, et on le voit bien, sont pleins de nos sentiments, de nos émotions. Et ce qui m'avait intrigué, c'est sur les portes palières, dans le métro, c'est que cette histoire a été créée. J'avais posé une hypothèse, c'est que en regardant, j'étais intrigué par le fait qu'on mettait à Paris en tout cas, ailleurs c'est différent, à Paris, on mettait des portes palières quand on supprimait les conducteurs. Et quand je faisais des entretiens avec des conducteurs dans les années 80, les premiers entretiens, massivement, j'avais fait une 80 entretiens avec des conducteurs, la thématique du suicide voyageur apparaissait en plein. Voilà. Et c'était quelque chose qui n'était pas énoncé publiquement. C'était très surprenant. Et il y a eu une enquête qui a été faite 15 ans plus tard, et a priori, le thème du suicide ne réapparaissait pas. Et pourtant, statistiquement, le nombre de suicides était le même. Donc, l'hypothèse... Pour donner une idée aux gens qui ne savent pas, c'est à peu près 200 par an. Oui, à peu près un suicide tous les 2 jours, voilà, en gros. Donc, pour une carrière de conducteur de 25-30 ans, le suicide fait partie du métier et est inscrit. D'ailleurs, dans les formations, l'exemple qui est pris pour apprendre les automatismes sur le freinage d'urgence, c'est un suicide voyageur. Voilà. Et c'est classique. Et quand il y a une panne, d'ailleurs les voyageurs le savent, quand il y a une interruption prolongée entre telle station, un incident, et quand on dit un incident grave voyageur, tout le monde pense suicide, alors que ça peut être simplement un accident ou quelqu'un qui se balade, c'est personne sur les voies, on arrête, etc. Mais ça peut être, c'est pas forcément un suicide. Et on voit d'ailleurs dans les statistiques, quand j'avais fait l'étude, alors ça remonte un peu loin, c'est qu'il y a une surestimation du nombre de suicides par la RATP, parce que d'une certaine manière, assez spontanément, imputer la mort ou la blessure à un suicide exonère la responsabilité des entreprises. Alors qu'un accident, deux mômes qui jouent et un qui tombe, c'est un accident, voilà, ça pose le problème de la sécurité, comme tu disais tout à l'heure. Et du point de vue des conducteurs, c'est pas du tout la même chose d'écraser un gosse. Mais là, ça reste toujours traumatique, oui, clairement. Mais en sachant en plus que c'est un très mauvais moyen pour se suicider. Parce qu'on se rate souvent. Voilà. Mais on sort mutilé. Donc c'est un truc très éprouvant en termes de travail. Et moi, ce qui m'avait intrigué, c'est brusquement, on a eu une discussion à l'intérieur du métro sur mettre des portes palières sur les métros automatiques. Et on disait, ça évitera les suicides. Alors, ça évitera les suicides. Et je me disais, mais les suicides, ils n'existent pas uniquement avec les métros sans conducteur, ils existent avec les métros avec conducteur. Pourquoi on va protéger les robots du traumatisme du suicide et pas les conducteurs? Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à interroger l'institution et je me suis rendu compte, après avoir écrit un article sur l'appréhension des voyageurs par les ingénieurs et les conducteurs, sur cette question-là, je n'avais pas de document qui me montrait un lien entre le suicide voyageur et les portes palières. Il y avait des liens, mais on ne comprenait pas pourquoi c'était uniquement les métros automatiques.
Et en fait, quand j'ai publié cet article, j'ai un cadre de la RATP qui m'a donné des comptes rendus de réunion. Et dans ces comptes rendus de réunion, on s'apercevait que la direction du réseau ferré voulait se protéger, et donc c'était le terme protection vis-à-vis des suicides, et c'était le premier argument pour mettre des porte-palières. Et la tutelle, à ce moment-là, a dit « mais ça coûte super cher et ça pénalise la mise en place des automatismes ». Et la direction du ferré a dit « oui, mais c'est rentable indépendamment du mode de conduite ». Et donc là, il y a un paradoxe, c'est qu'on a pu trouver, on a pu voir qu'à ce moment-là, la direction de la RATP a eu un discours en disant « c'est indépendant du mode de conduite, donc on va généraliser ça ». Et ça ne s'est pas fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la peur du suicide chez les ingénieurs, la peur de la responsabilité d'un suicide voyageur qui fait que les ingénieurs se sont protégés des risques d'un suicide voyageur. Par contre, ils ont considéré que pour les conducteurs, c'était pas grave parce que c'était pas leur faute. Et donc, ils ont mis en place en même temps un institut d'accompagnement psychologique post-traumatique. Voilà. Donc, on avait d'un côté des ingénieurs dirigeants d'une entreprise qui se protégeaient en dur, avec des porte-palières, et de l'autre côté, on avait un discours moral sur les conducteurs en leur disant c'est pas de votre faute, mais on va vous accompagner avec un psychologue. Donc on voit là la manière dont les porte-palières remplissent une fonction de distribution, d'asymétrie entre les groupes sociaux, et c'est absurde. Et ce qui est bizarre, c'est quand on en discuté avec des cadres, ils étaient surpris que ça me surprenne. Pour eux, ils trouvaient normal qu'ils se protègent, et ils trouvaient normal que, compte tenu de l'investissement, on ne le fasse pas partout. Et c'est très curieux parce qu'en même temps, l'argument vis-à-vis de la tutelle, c'était de dire c'est rentable indépendamment du mode de conduite. Donc on a des discours comme quoi ils vont le généraliser. Et en fait, ils n'ont jamais généralisé, sauf avec des conducteurs, sauf sur la ligne 13. Mais en fait, sur la ligne 13, ça ne sert pas d'abord à éviter les suicides, à protéger des suicides, mais ça sert à canaliser les voyageurs sur les quais. Donc, c'est l'idée que la double porte, quand elle se ferme, est beaucoup plus violente que la seule ligne de porte des rames. Et donc, ça dissuade les voyageurs de monter. Et en fait, on retrouve une vieille fonction culturelle du métro qui était les portillons d'accès au quai, où on régulait le métro en régulant les voyageurs. Et donc là, on retrouve une forme de quelque chose qui a été impensé pendant longtemps. Et quand on voit bien la symétrie, enfin la différence de traitement de ça, c'est le fait que sur la ligne 13, toutes les stations ne sont pas équipées. Alors que sur la ligne 4, ou sur la ligne 1, ou sur la ligne 14, toutes les stations sont équipées. La ligne 4, ça sera, toutes les stations seront aussi équipées. Donc voilà, on peut voir, l'analyse des objets permet de faire remonter aussi des éléments de connaissance, et on voit bien que les émotions s'inscrivent aussi en dur dans les dispositifs. Ok, merci pour ce premier entretien.